Donc, merci aux organisateurs du débat. Effectivement, alors le capitalisme répond-il aux besoins? Bon, personne ne sera surpris dans le fait que je réponde non. Il ne répond pas aux besoins individuels des salariés, puisque les salaires sont insuffisants. On en a la démonstration en ce moment avec les personnels de santé qui finissent par quitter leur travail, qui est pourtant un sacerdoce, enfin, comment dire, une vocation pour eux. Et malgré ça, n'arrivant plus à en vivre, face aux contraintes qu'ils procurent, eh ben, ils se décident la mort dans l'âme à le quitter. Et ça, c'est pas un cas exceptionnel lié à une crise sanitaire particulière. Il y a un très grand nombre de métiers aujourd'hui dans lequel les salaires sont très insuffisants. Ça débouche sur des symptômes, on va dire, comme un certain nombre de postes non pourvus dans le bâtiment, dans un certain nombre d'entreprises, parce qu'on ne paye pas assez les salariés. Et puis, ça débouche aussi sur un nombre de travailleurs pauvres qui est extrêmement important. En France, pays qui doit être 6 ou 7e puissance mondiale en termes économiques, on a 2,1 millions de travailleurs pauvres et ça, évidemment, c'est une démonstration également que le capitalisme ne répond pas à ce besoin individuel du salaire pour vivre. Il ne répond pas non plus sur les conditions de travail, puisque les conditions de travail ne sont pas bonnes. C'est les principaux éléments sur lesquels les employeurs font pression pour gagner en productivité. On augmente les cadences, on augmente l'intensité, on dégrade les conditions générales par la multiplication du travail de nuit ou des choses comme ça et on n'utilise pas la technologie pour améliorer les conditions de travail, par exemple l'automatisation et l'informatisation, le recours à l'intelligence artificielle qui se développe aujourd'hui, avec des traductions comme les caisses automatiques dans les banques ou dans les grandes surfaces, ne sont pas créées pour améliorer les conditions de travail des salariés, mais au contraire pour accroître la productivité et la pression sur eux. Donc on a comme traduction des accidents, de la dépression, avec ce qu'on appelle maintenant de manière moderne les burn-out. Il y a beaucoup de signes sur le fait que du point de vue individuel, le capitalisme ne répond pas et crée du malaise, de la mal-vie chez les travailleurs. Et puis, le capitalisme ne répond pas non plus de manière collective, puisque les salariés ne sont pas maîtres de leur production. C'est le système qui organise les capacités de production et il le fait selon la profitabilité de ces productions. Donc, il y a de plus en plus de divergences entre l'organisation de la production, ce qui est produit de manière réelle, et les besoins collectifs. On a par exemple des activités qui sont complètement détruites. Rémi faisait pas référence à la question de l'environnement. Mais aujourd'hui, le système capitaliste et les règles de marché telles qu'elles fonctionnent font que, par exemple, dans le transport, on privilégie systématiquement la route pour des questions d'économie et d'organisation fiscale et réglementaire de ce mode-là, parce que c'est le mode le plus profitable par rapport au train, qui lui est pourtant le mode le plus écologique. Et donc, le train est en train de disparaître, hein, notamment dans le transport de marchandises. Et donc, on voit bien que l'organisation des forces de production est défaillante de ce point de vue-là. Il y a des activités qui disparaissent purement et simplement. Ce n'est pas simplement une question de concurrence internationale ou de choses comme ça. Le transport ne sera jamais délocalisé. Par contre, il disparaît purement et simplement. D'autres activités, elles, sont effectivement délocalisées dans une espèce de concurrence mondiale déchaînée. Et ça aboutit à des paradoxes. Par exemple, dans le secteur de l'automobile, qui est un secteur pourtant qu'on pourrait penser en pointe en France, eh bien, on produit 400 000 véhicules de moins que ce qu'on immatricule en France. Donc, on est dans un déficit de production et malgré ça, on ferme quand même des usines. On a là aussi le symptôme d'une défaillance, d'une inefficacité du système. Pendant la crise, on l'a vu sur de nombreux éléments, hein. Alors, il y avait bien sûr les médicaments, alors les cotons-tiges auxquels faisait référence Rémi, et puis il y avait aussi, par exemple, les sacs en papier de farine. En France, on manque pas de transport pour transporter la farine, on manque pas de blé pour fabriquer de la farine et on manque pas d'industrie pour fabriquer de la farine. Mais par contre, les sacs en papier, ils ont été délocalisés, sont produits en Chine et donc on n'avait plus de farine dans les grandes surfaces puisque les frontières étaient fermées. Donc là, c'est vraiment des symptômes de la désorganisation créée par le système. D'autres activités, à l'inverse, sont excédentaires par rapport aux besoins. Alors, en France, c'est principalement l'industrie du luxe et l'industrie de l'armement.
Hein, on produit beaucoup dans ces domaines-là et probablement beaucoup trop par rapport à ce dont on aurait réellement besoin. Et puis, ce n'est pas valable uniquement dans l'industrie parce que l'organisation des forces productives par rapport aux besoins sont également, alors les forces productives entre guillemets, bien sûr, hein, mais sont également en défaillance dans les services. On l'a vu avec les EHPAD. Aujourd'hui, on a un marché qui organise de manière complètement défaillante la réponse aux besoins liés à la dépendance, notamment des personnes âgées ou des personnes handicapées. Donc, dans ce domaine-là, des services, on a beaucoup d'exemples également où les besoins ne sont pas satisfaits ou malgré tout, on ne crée pas les emplois, on ne crée pas les structures qui seraient nécessaires. Également la recherche, hein, puisqu'on a des orientations de la recherche et des produits de la recherche qui sont complètement défaillantes. Et il y a eu récemment une alerte de l'OMS qui interpelle les pays riches pour dire si on ne réunit pas les conditions de partage des savoirs sur la question du vaccin qui devrait être trouvé sur le Covid, et notamment du partage des savoirs avec les pays africains et asiatiques qui sont aujourd'hui désindustrialisés, eh ben, on réunira les conditions de poursuivre la pandémie malgré le fait qu'on ait trouvé ce vaccin. Et donc, il faut dépasser les règles de marché pour, sur cette question du vaccin, arriver à répondre aux besoins sanitaires. Et évidemment, ce n'est pas valable que sur les vaccins, c'est valable sur d'autres éléments aussi de la recherche scientifique, sur les questions environnementales notamment. Malgré la profitabilité des entreprises, et notamment des entreprises françaises, hein, qui sont très profitables, le système ne développe plus les investissements productifs. Là aussi, c'est une défaillance. On nous expliquait que les capitalistes font des profits qui leur permettent d'investir et de développer les forces de production. Mais depuis la fin des années 90, c'est plus vraiment le cas. On a un taux d'investissement qui a complètement décroché par rapport au taux de marge. Et pour vous donner des chiffres sans vous abreuver de chiffres, en 1980, on avait 22% d'investissement pour 25% de marge des entreprises françaises. En 2015, on a 23% d'investissement, donc ça n'a quasiment pas augmenté, pour 34% de marge des entreprises. Donc là, par contre, ça a augmenté de 50%, évidemment, au détriment du travail. Donc le capitalisme est défaillant sur tous les aspects, le développement des forces productives, l'organisation des forces productives, et puis l'organisation des entreprises elles-mêmes, puisque à l'intérieur des entreprises, la structuration qui est de plus en plus mise en place avec les fonctionnements sur zéro stock en flux tendu, avec les sous-traitances en cascade et les choses comme ça, sont efficaces du point de vue capitalistique pour rincer, on va dire, la chaîne de valeur de manière à créer du profit à chaque étape de production et en multipliant, en segmentant la production. Mais par contre, c'est complètement inefficace du point de vue de la production elle-même. Et si on avait une chaîne de production réunifiée avec une organisation différente et peut-être effectivement en lien avec ce qui était dit, un peu plus de centralisme, un peu plus de planification, un peu plus d'organisation, eh ben, on aurait une productivité au sens technique bien plus importante. Donc, on a de plus en plus de profits, on a de moins en moins d'emplois et de moins en moins bonne qualité. Donc, le capitalisme, non, ne répond pas aux besoins des salariés et de la population. Merci. Et du coup, quelles sont les réponses immédiates, concrètes, syndicales que vous apportez à cet état de fait déjà? Qu'est-ce qu'on est en mesure d'opposer à la fois syndicalement et peut-être politiquement, je ne sais pas si tu en diras un mot, mais en tout cas, au moins syndicalement, qu'est-ce qu'on oppose à ce capitalisme-là? Alors syndicalement, les syndicats contestent les licenciements, ils contestent la case des droits sociaux, ils se battent sur la question des salaires. Les formes d'action, on les connaît, c'est les manifestations, les pétitions, la grève, évidemment. Et on a un mouvement social qui, même s'il est insuffisant en France, est quand même important ces dernières années. En 2018, il y a eu beaucoup de conflits sectoriels durs. On se souvient peut-être pas forcément, mais on a eu un conflit dans la pénitentiaire, on a eu le conflit des cheminots sur la réforme ferroviaire qui a duré plus de 3 mois, on a eu des journées de mobilisation générale des fonctionnaires qui étaient extrêmement puissantes, des journées de mobilisation des retraités extrêmement puissants également, on a eu un mouvement lycéen cette année-là, on a eu des séquences de grève d'Air France avec au final un référendum qui s'est terminé comme on le sait, et puis évidemment, on a eu le mouvement des Gilets jaunes, qui pour moi est un mouvement sectoriel,
Donc, ce n'est pas un mouvement révolutionnaire en tant que tel. Par contre, c'est un mouvement dans un secteur avec des salariés et des non-salariés qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir mobilisés. Et donc, tout ça exprime une conflictualité importante dans la société française et dans l'économie française. En 2019, on est reparti là-dessus, puisqu'on a eu le conflit de Radio France, hein, le plus long conflit de Radio France de l'histoire de la radio. On a eu les journées des pompiers, on a eu des actions très très fortes de la santé qui déjà annonçaient les prémices de la crise sanitaire. Et puis, évidemment, le conflit des retraites qui a été insuffisant mais massif. Donc, les syndicats agissent sous cette forme-là de manifestation, de grève. Ils développent aussi des revendications sur l'organisation de la production, plus offensive, on va dire, moins défensive, sur les investissements à réaliser, sur l'emploi à créer, sur la répartition des richesses dans l'entreprise et dans la société, et puis même le développement de filières, puisqu'il y a maintenant des contre-projets. Des fois, on s'imagine un peu patron à la place des patrons. Donc, y compris, on voit que par leur savoir-faire, quand on organise les salariés dans le syndicat, ils sont capables de trouver des solutions pour organiser leur entreprise, pour développer les choses de manière plus juste. Donc ça, c'est un tout petit bout de solution, on va dire. On a aujourd'hui 10 à 11% des salariés qui sont syndiqués, donc c'est insuffisant, mais ce n'est pas négligeable. Et ces forces-là, elles agissent, parfois elles s'agitent, et donc il y a la question du sens et de la convergence, mais en tout cas, il y a une réaction syndicale on va dire, voilà, insuffisante, mais non négligeable. Du coup, tu parles de ces réponses qui sont insuffisantes, mais qui existent quand même, et il faut le souligner. Mais du coup, pourquoi elles ne suffisent pas, ces réponses? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ces réponses-là? Alors, ces réponses, elles suffisent pas parce que, bon, d'abord, il y a des dynamiques internes aux organisations syndicales qui sont parfois en lien avec les orientations politiques et parfois en lien et parfois pas en lien avec ces orientations politiques. On a des questions d'organisation ou de choses comme ça. Mais cette réaction syndicale, même si elle était beaucoup plus forte, elle ne suffirait pas en elle-même. Parce que d'abord, les revendications butent sur le fonctionnement du système, pas seulement sur le rapport de force qu'on développe dans l'entreprise ou dans le groupe. Il y a un certain nombre de règles qui créent de l'inertie dans le système. On a par exemple le contexte économique, les relations que l'entreprise peut avoir avec ses clients, ses fournisseurs, les menaces de liquidation, et en ce moment on en a beaucoup, les menaces de prédation avec des discours patronaux qui visent à essayer d'inclure les salariés dans leur logique, avec l'argumentaire qu'on connaît un peu tous, hein, nous ne faisons pas assez de profit, notre action baisse, nous risquons d'être rachetés par un groupe plus gros que nous, et donc on est tous dans le même bateau, il faut faire des efforts. Évidemment, les efforts sont toujours pour les salariés, mais ça, c'est une force d'inertie du système. Et les entreprises, les unes avec les autres, sont solidaires. Quand vous avez une entreprise qui essaye de sortir du lot quand une entreprise essaye de sortir du lot dans sa politique sociale, et notamment quand il y a des acquis sociaux importants, il peut y avoir des décisions de filière des employeurs pour casser cette entreprise, pour l'abandonner de manière à détruire les choses. Il peut y avoir aussi des relations de solidarité pour aider les patrons à tenir. On se rappelle de la caisse noire de l'UIMM qui a permis de faire face à des conflits localisés. Et puis, on a un environnement, le capitalisme, c'est un écosystème, des lois et des règlements qui sont le produit de rapports de force qui n'est pas forcément favorable aux salariés et qui a été souvent favorable aux patrons. Et par exemple, effectivement, Rémi y faisait référence, mais les règles de concurrence obligatoire au niveau européen sont un frein à tout un tas de choses, et notamment aux nationalisations ou à développement de monopoles publics, etc. De la même manière que les règles sur la liberté de commerce en France sont un frein. Donc, dans le système administrativo-judiciaire, on va dire, il y a tout un tas de règles qui posent des obstacles à la bataille syndicale et qui ramènent les syndicats finalement, qui contraint, on va dire, leur activité, qui entrave leur activité et qui ramène l'activité syndicale souvent sur des compromis.
Alors, les compromis sont plus ou moins favorables en fonction des rapports de force, mais ça reste des compromis qui donc sont en permanence menacés par la lutte de classe que mène le patronat et menacés par tous les éléments que je citais précédemment. Donc, il est indispensable de changer le cadre, et on doit poser la question du cadre, les règles, pour aller des règles du système, de cet écosystème dont je parlais tout à l'heure, pour aller au bout de la satisfaction des revendications. Et ça nous pose une question qui est très, très politique. Hein, c'est si le système capitaliste organise mal les choses, s'il ne répond pas aux besoins, s'il limite les revendications par tout l'ensemble de son fonctionnement, alors il faut un autre système, d'autres mécanismes, d'autres règles, et donc il faut les caractériser. Alors certains défendent un syndicalisme de lobbying, hein, puisqu'il y a des débats dans la société et dans le syndicalisme, hein, un syndicalisme de lobbying, y compris pour peser sur la loi, en disant dans le système actuel, on peut changer une loi, donc on va faire pression pour changer cette loi. Mais on est toujours dans ce système de compromis dans lequel on est, notamment au travers du lobbying, dépendant un peu de ceux qui ont le pouvoir, qui sont souvent des capitalistes et qui donc ne vont pas facilement et dans la joie remettre en cause leurs intérêts. On est toujours dans la limite des revendications par cet écosystème administrativo-judiciaire, etc. Et donc, la difficulté, c'est d'aller au-delà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas peser sur les lois et réclamer d'autres lois, par exemple défendre le code du travail, des choses comme ça. C'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais ça ne peut pas être l'objectif en soi, ça ne peut pas être l'aboutissement de la bataille. Il faut aller plus loin. Donc même dans le cas, bon, on le voit, hein, même dans le cas de réformes extrêmement progressistes, comme par exemple la création de la Sécu, eh ben, il a fallu faire des concessions, et notamment des concessions aux agriculteurs, aux indépendants, aux cadres, qui du coup ont maintenu des particularités et des spécificités qui mettaient des coins dans le système universel. Il a fallu maintenir une industrie pharmaceutique privée qui a été un parasite enfin qui est toujours un parasite du système de santé français et du système d'assurance sociale tel qu'on la connaît. Et puis il a fallu maintenir une médecine générale libérale, par exemple, qui handicape fortement l'efficacité du système. Et puis très rapidement, il a été cette réforme de la Sécu, de création de la Sécu, elle a été très rapidement contestée, attaquée, et la gestion ouvrière a été remise en cause. Aujourd'hui, on est sur une forme d'étatisation progressive, mais qui avance fortement, de cette sécu avec de moins en moins de couverture et de moins en moins universelle et de moins en moins efficace. Donc, oui, il faut se battre pour faut se battre, organiser la lutte. Oui, on peut passer des compromis, mais ces compromis ne peuvent pas être un aboutissement en soi. Il faut donc plus qu'une réforme, il faut une rupture systémique. Il faut changer les règles, il faut renverser la table d'une certaine manière pour aller au bout de notre satisfaction des revendications. Merci. Et du coup, cette rupture, comment tu la qualifierais? Quelle serait sa nature? Qu'est-ce que tu mettrais dans cette rupture? Parce qu'au fond, rompre, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on fait derrière, quoi? Comment tu la verrais? Ben d'abord, à partir du moment où je considère que le système est un ensemble de lois, de règles, de principes de fonctionnement, ben, je veux une rupture globale, de manière à ne pas être en permanence empêtré, enfin arriver à changer un bout, mais être empêtré dans l'ensemble des autres bouts qui finalement reconquièrent le terrain que j'ai pu conquérir. Donc, le changement de système, ça doit être caractérisé, c'est le socialisme, pour établir un processus, des règles, des pouvoirs qui préparent le passage à la société sans classe. C'était un peu détaillé par Rémi sur la question chinoise. Voilà, un processus, des règles, des pouvoirs, des fonctionnements, des interventions qui permettent de petit à petit mener la bataille avec le capitalisme pour le priver de sa capacité de nuisance. Et depuis la fin des années 90, ce qu'on peut dire, c'est que les capitalistes, ils ont le rapport de force et ils ont l'hégémonie idéologique parce que nous avons été privés de capacité à penser cet autre système et à le caractériser. La pression idéologique, elle est extraordinaire
sur nous et sur l'ensemble des militants. Le socialisme, c'est la dictature, c'est les millions de morts, c'est la ruine, c'est les tickets de rationnement, c'est la bureaucratie qui parasite, etc., etc. Enfin, on en a tous entendu des caisses sur le sujet. Il n'y a pas d'alternative. Nous sommes interdits de penser autrement parce que penser autrement, c'est la dictature, etc. Récemment, ils ont même été jusqu'à, au niveau européen, valider une règle, je ne sais plus ce que c'était, qui associait communisme à nazisme. Et donc, vous pensez à autre chose, vous pensez à un autre système, vous êtes un nazi, quoi. Alors évidemment, ça refroidit les moins politisés, les moins conscients des militants. Du coup, les luttes, elles sont essentiellement défensives et elles sont aussi assez souvent perdantes. Quand je dis ça, je ne dénigre pas les luttes qui sont menées. Moi, j'en ai organisé des colossales ces derniers temps et j'en suis fier et je pense qu'il fallait le faire et nous avons fait le maximum de ce qu'on a pu pour gagner le plus de choses possible. Mais force est de constater quand même que nous sommes assez souvent perdants sur nos revendications. Nous n'obtenons pas satisfaction. Ça crée un effet domino de la défaite qui fait que beaucoup de militants syndicalistes et de militants en général se concentrent sur ce qui est le plus accessible, le local, les préoccupations immédiates des salariés. Ça aussi, c'est nécessaire. Hein, évidemment, l'idée, c'est pas faire que de la théorie. On doit mener pied à pied la bataille sur les éléments même les plus concrets, les plus évidents. Mais c'est pas suffisant. Sinon, on réduit petit à petit la portée de notre action et à la fin, on accepte que les capitalistes dirigent la société et qu'on se contente d'accompagner la mise en œuvre dans le cadre fixé en ne trouvant finalement que des palliatifs aux conséquences sociales. Donc, il faut impérativement aller plus loin que simplement ces batailles locales et mener des batailles sur le système. Je rajoute que ne pas caractériser l'alternative, ne pas parler du socialisme, ça crée aussi des illusions. Parce qu'on a vu un certain nombre d'élus politiques, mais pas seulement, hein, y compris de militants divers, critiquer le système, mais qui restent silencieux sur l'alternative qu'ils souhaiteraient mettre en place. Ils sont anti-libéraux, ça c'est plutôt à la mode. On a même vu Montebourg qui est maintenant anti-mondialisation. On a vu Hollande qui était l'ennemi de la finance, etc. Mais par contre, ils ne sont pas marxistes. Et ils n'affirment pas leur volonté de passer à un autre système, et donc notamment le socialisme. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'autres théories économiques. Hein, donc, entre guillemets, dès qu'ils sont au pouvoir, ils se révèlent au mieux keynésiens, au pire libéraux, néoclassiques, comme leurs prédécesseurs, et donc de toute façon sociodémocrates. Et ils ne vont pas au bout des promesses qui ont été faites, parce qu'évidemment, pour satisfaire les promesses qui sont faites, il faut changer les règles du système. Donc, les salariés sont déçus, les fascistes progressent dans cette ambiguïté-là. Et moi, je pense que si tout ne repose pas sur nos épaules, quand même, une bonne partie de la situation, à la fois les défaites syndicales, à la fois la progression du fascisme, s'étend sur le fait que nous ne caractérisons pas et nous ne nous réarmons pas sur l'autre système que nous souhaitons. Donc, il faut se réarmer, il faut réaffirmer la nécessité du socialisme pour clarifier les positions de chacun, parce que ça permet de dévoiler les imposteurs, pour dédramatiser cette question du socialisme, parce que moins on en parle, plus on est soumis à l'attaque, aux attaques et à la culpabilisation. Et puis, il y a nécessité de rediscuter de son contenu pour donner des perspectives syndicales, pour inscrire justement les luttes syndicales dans un cadre plus global de remise en cause des règles. La CGT est née d'une certaine manière là-dessus, puisque on parle chez nous beaucoup, souvent, de double besogne, à la fois le quotidien et en même temps la remise en cause du système et du salariat. Donc, il faut revenir à cet élément-là pour se réarmer. C'est absolument indispensable et en tout cas, moi, en tant que militant syndical, j'en ai besoin.